Il était temps de faire un point lecture. Depuis le temps que je parlais de bouquins et que je le fais pas, à part avoir fait un book haul, il y a de ça peut-être plus d'un an, et bien il faut se lancer. Je pense que j'ai jamais autant lu en si peu de temps et aussi vite, sans que ça soit vraiment une tâche, enfin sans que ça soit une obligation. Je l'ai vraiment fait par plaisir, et il y a plein de livres que je voulais lire et d'autres que je voulais finir, et c'est le cas. Donc le premier livre dont je vais parler et dont j'en ai parlé dans mon vlog, c'est La Tempête des Échos par Christelle Davos aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est le 4e tome de la saga La Passe Miroir. Comme j'ai dit, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans ce tome-là. La première moitié du livre, d'ailleurs je dois la confondre avec le tome 3, je sais plus très bien ce dont je me rappelle réellement, si ça fait partie du tome 3 ou du tome 4. Mais il y a beaucoup de descriptions, on rentre encore dans un nouveau monde, pas que ça me déplaise, mais je trouve qu'il y a beaucoup de descriptions. Et puis on arrive au milieu du livre où là j'ai pas pu lâcher, il fallait à tout prix que je sache comment ça allait se finir. Et honnêtement c'est une saga que j'ai beaucoup aimée. J'ai du mal à me replonger dans un autre livre parce que j'arrêtais pas d'y penser. Et ça reste un univers hyper riche avec des personnages qui sont quand même très attachants. Et ce que je peux reprocher au livre, c'est qu'on retrouve Ophélie, on retrouve Thorne. Il y a des personnages qui sont complètement passés à la trappe, notamment Archibald, qui est un personnage que j'adorais dans le tome 1 et le tome 2. Tome 3, je pense qu'on n'en parle même pas. Et Bérénice, Farouk, je pensais qu'ils auraient une place un peu plus importante dans celui-là et qu'on expliquerait peut-être un peu plus l'ampleur des esprits de famille, ce que c'est. C'est vrai que c'est un petit peu survolé. Je pensais que dans ce tome-là, on allait avoir un peu plus de réponses là-dessus, un peu plus que ça soit un peu plus creusé, mais non. Alors comme je sais pas trop faire de résumé sans vraiment spoiler, donc dans ce tome-là on va retrouver Ophélie et Thorne qui vont enquêter en fait sur un changement drastique au niveau des arches, et ils vont enquêter dessus et bien sûr être à la recherche de l'autre, savoir qui il est, ce qu'il souhaite réellement, et vient clore en fait cette saga et nous donner les réponses qu'on attend, en somme une certaine partie. Je sais pas du tout si j'ai fait un bon résumé, je ne pense pas, mais c'est tellement compliqué de résumer cette saga là, tellement l'univers est grand, est atypique et original et très bien construit. Honnêtement le tome 1 et le tome 2, ça n'a pas été des coups de cœur, mais ça a été des livres que j'ai lus en très peu de temps et qui m'ont vraiment plongé dans cet univers-là. J'ai eu un peu plus de mal avec celui-là, autant le tome 3 j'ai lu plutôt vite, mais pareil, pour moi il y a beaucoup de descriptions, même si en soi c'est assez important. C'est très compliqué de parler de ce livre, de cette saga en soi. Forcément, quand tu mets fin à une saga, à une suite de films ou peu importe, tu ne peux pas satisfaire tout le monde, et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de mécontentement, enfin de gens qui n'étaient pas satisfaits sur ce tome-là. Pour ma part, je l'ai beaucoup apprécié, même s'il y a des choses parfois où j'ai dû relire plusieurs fois la page parce que j'avais du mal à visualiser en fait ce que Christelle Davos voulait nous décrire. Ça reste une saga que je vous conseille de lire, ça se lit très vite. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de L'Ascenseur Royal par Robin Hobb, je pense que ça dit Robin Hobb, aux éditions J'ai lu. C'est un livre que j'ai commencé à lire dans les transports. J'ai un peu de mal à me lancer dedans. Forcément, quand tu rentres dans un univers comme ça, surtout dans de la fantasy, c'est quand même très vaste. Il y a beaucoup de personnages, il faut assimiler beaucoup de détails. Mais j'ai beaucoup aimé. Donc pour résumer un peu l'histoire, on va suivre le fils non reconnu d'un roi. C'est parce qu'il l'a eu avec une femme, je crois que c'était une servante ou je ne sais plus du tout. Et donc il ne va pas le reconnaître. Mais néanmoins il va être traité comme un enfant du royaume. Le roi va veiller à ce qu'il reçoive tous les bons traitements nécessaires. Il va suivre une formation pour obtenir des dons particuliers. Mais bien évidemment, il va être amené à rencontrer plein de péripéties et il va plus pouvoir renier le fait que c'est un enfant roi et qu'il est légitime de prendre la place d'un roi. Je vous ai pas du tout vendu le livre, je crois. Tous les personnages sont hyper attachants. Il y a aussi
un aspect de don où il va pouvoir être connecté à un animal. Alors je crois qu'il n'y a que des chiens dedans. Je sais pas s'il peut acquérir ce don sur un autre animal comme un chat. Mais je trouve ça hyper original. Ensuite j'ai fait une petite pause en prenant un manga qui est La petite fille aux allumettes par Sanami Suzuki aux éditions Komiku. On va suivre Rim, une petite fille qui vend en apparence des allumettes, mais celles-ci permettent de donner vie à des chimères, soit à ce que pensent les personnes. Alors c'est pas réellement des vœux, c'est vraiment une pensée. Et du coup on va suivre plusieurs personnages qui vont utiliser en fait ces allumettes-là. Et très souvent on s'aperçoit à la fin que la situation, ça part d'une bonne intention, mais que souvent la situation dérape et que ça se retourne sur celui qui a utilisé justement ces allumettes. J'ai beaucoup aimé, je pensais que ça serait assez mignon, mais pas du tout. C'est des sujets assez durs et très souvent les personnages finissent très mal. À partir de la deuxième partie du manga, ça part vers une toute autre direction et je vous en dis pas plus. Voilà, très sympa. J'ai ensuite attaqué un classique qui est Ravage de René Barjavel aux éditions Folio. C'est une lecture qui a été assez surprenante. Je m'attendais pas du tout à ce que ça traite de ce sujet-là. Je me suis lancée dans cette lecture sans vraiment connaître sans avoir réellement lu le résumé, sans vraiment savoir dans quoi je me lançais. J'ai été surprise de la tournure qu'a pris le livre. On suit François Deschamps, un jeune campagnard qui décide d'aller vivre à Paris pour rejoindre une ancienne amie d'enfance. Et il veut également passer les concours pour entrer dans une école de chimie agricole, je crois. Il faut savoir que c'est un Paris, je crois qu'il se passe dans les années 2050, quelque chose comme ça, où vraiment tout est géré par le biais de la technologie. Ils ont trouvé un nouveau matériau qui leur permette de tout gérer, que ce soit l'électricité, tout ce qui est locomotion comme les voitures. Et sauf qu'un jour, tout ça va s'effondrer. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais tout s'effondre. Et du coup, ça va être un monde post-apocalyptique et ça va être la folie. Donc avec Blanche et d'autres habitants de Paris, ils vont essayer de survivre à cette nouvelle situation comme ils le peuvent. Le livre a été écrit dans les années 40 et pourtant je trouve qu'il est vachement novateur sur certains aspects. Et je dirais pas que ça se rapproche d'aujourd'hui, mais il y a quand même pas mal d'idées. Le but de ce nouveau, je sais plus comment ça s'appelle, le matériau qu'ils ont trouvé mais qui permet de tout gérer, c'est vraiment de faire le moindre effort. Tout est géré par les machines et non plus par les hommes. Comme par exemple dans le livre, on te dit que le robinet, il peut te servir de l'eau, que ce soit de l'eau froide, de l'eau chaude, du lait, enfin il y a plusieurs choix qui est à disposition. T'as plus du tout l'aspect d'aujourd'hui aller acheter ton lait au supermarché ou en grande surface. Donc en soi ça peut paraître comme un monde idyllique. J'ai lu un petit peu la biographie de l'auteur et tu vois qu'il est contre justement l'avancée technologique et que pour lui ça va forcément entraîner un dysfonctionnement dramatique dans la vie de tous les jours. Et que ça vient complètement bousculer le quotidien de chacun et mettre fin à une époque. C'est une histoire qui est vachement prenante et on a envie de savoir comment ça va se terminer parce qu'il y a toujours des rebondissements auxquels on ne s'attend pas du tout. Par contre, j'ai eu aucune attache à aucun des personnages. Il pouvait leur arriver n'importe quoi que ça ne m'aurait fait ni chaud ni froid. Mais vraiment c'est un livre que je vous conseille, qui fait très peu de pages et qui est hyper intéressant. Et c'est aussi le livre qui a permis d'ouvrir la science-fiction en France, qui n'était pas du tout répandue dans les années 40. Même si on sent que le livre il date un peu parce que je crois que dedans il te parle de radio mais il te parle pas de télévision. Ça reste quand même très prenant. Ensuite j'ai lu Histoire secrète des rois de France par Françoise Surcouf aux éditions Ouest France. C'est un livre que j'ai acheté quand j'ai visité la citadelle de Sisteron. Je sais pas si vous connaissez, c'est pas très loin de Gap et c'est super beau à voir. Et il y a tout en haut de la citadelle, vous avez, je sais pas si c'est une église, je pense pas.
Enfin, vous avez un endroit où il y a pas mal de livres qui tournent autour du médiéval et tout ça. Et vous aviez ce livre-là. Il y a aussi les histoires secrètes des reines de France qui existent dans la même collection. Et donc, comme son titre l'indique, ça va nous donner un petit peu des anecdotes sur les rois de France, sur leurs compagnes, sur leurs actions, sur leur caractère. Enfin, il y a plein de choses assez intéressantes. Je l'ai lu vraiment en une journée, ce livre-là, ça se lit très vite. Par contre, il y a certains termes où j'ai eu un petit peu de mal à comprendre au début. Notamment, j'ai noté éclampsie, j'arrive même pas à le relire. Éclampsie puerpérale. Voilà, ce genre de terme parfois qui pousse dans le livre et tu sais pas d'où il sort et ce que ça veut dire. Mais sinon, hormis ça, c'était très sympa à lire, il y a pas mal de choses. En fait, toutes les choses qui étaient dedans, je ne les connaissais pas. Comme notamment, ça t'explique d'où vient le jeu de loi. Alors, je sais pas si vous connaissez, je crois qu'aujourd'hui c'est un autre nom. Enfin, c'est un jeu de société, donc il t'explique qu'il a été créé à cette époque-là. Il y a d'autres anecdotes, notamment sur les expressions. On vous explique aussi d'où vient la dinde de Thanksgiving, pourquoi on a décidé de manger de la dinde à Thanksgiving. Il y a plein de choses comme ça, c'est très sympa. Après, parfois il y a des anecdotes qui m'ont paru un petit peu, je vais pas dire superflues, mais qui m'ont pas forcément transcendé. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, c'est très sympa. Et en dernier, j'ai lu Le Sorceleur, le tome 1, le dernier vœu, par Andrzej Sapkowski. Désolée si je prononce pas bien le nom. Aux éditions Brajlon. Alors je connaissais déjà l'univers, j'ai joué au premier et au deuxième des jeux vidéo qui sont sortis sur PC. J'ai pas joué au dernier, on m'a dit que c'était un des meilleurs, il faut que je le fasse. Et j'ai aussi regardé la série quand elle est sortie, que j'ai beaucoup aimé, même si selon moi il y a pas mal de défauts, mais ça se regarde quand même. Et donc là on va suivre Geralt de Rive, connu pour être un sorceleur, soit une personne qui va chasser tout ce qui est monstruosité, gnomes et autres créatures dérangeantes pour les humains. Donc chaque chapitre va être découpé en petite histoire, enfin en histoire que va vivre Geralt. Et globalement, la série reprend mot pour mot les intrigues qu'il y a dans ce livre quasiment. Je crois que ça empiète aussi sur le tome 2 parce que du coup je suis en train de lire le tome 2. Mais c'est vrai que du coup j'ai vraiment la série en tête quand je lis le film. J'ai vraiment l'acteur dans la peau de Geralt, Jaspier pareil, enfin, j'ai vraiment en tête la série quand j'ai lu le livre. Et ça m'a pas mal aidé parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages. Comme les chapitres partent toujours sur une nouvelle histoire, vous avez très souvent des nouveaux personnages qui interviennent. À part bien sûr on va dire les trois principaux, vous avez Yennefer, Geralt et Jaspier qui sont récurrents en fait dans l'histoire, mais pour les autres, ça va être des nouvelles personnes. Et franchement, j'adore suivre Geralt, je trouve que c'est un personnage qui est hyper intéressant, hyper attachant dans les choix qu'il fait, dans ses propos, enfin c'est vraiment très sympa, même au niveau des histoires qui sont racontées, elles sont super cool. Et c'est un premier tome qui reprend vraiment les aspects de base de la fantasy. Vous allez avoir des elfes, vous allez avoir des gnomes, vous allez avoir des monstres, voilà. Ça reprend vraiment les critères de la fantasy classique. Ce qui m'a un peu manqué, c'est qu'il n'y a pas de carte à l'intérieur comme vous pouvez l'avoir pour l'Assassin Royal. Vous savez, vous avez une petite carte de présentation en fait de tous les lieux cités. Voilà, une petite carte comme ça où vous pouvez vous référer lorsqu'on parle d'une ville. Dans celui-là, il n'y en a pas. C'est un peu dérangeant parce que du coup on ne sait pas trop où on est et en plus comme chaque chapitre est vraiment coupé par rapport au précédent, il y a vraiment un laps de temps qui se passe entre chaque chapitre, on ne sait pas trop où se situer. Donc je pense qu'une carte ça aurait été pas mal, surtout quand on ne connaît pas l'univers. Pour moi ça me paraît assez essentiel. Mais après c'est pas tellement dérangeant, je suis passée outre et ça se lit comme du petit lait quoi. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais lu, qui pour moi est plutôt pas mal parce que j'avais une petite chute j'avais une panne de lecture, donc je suis plutôt contente. J'espère que je vais pouvoir sortir une vidéo prochainement et pas attendre encore
4-5 mois. Je pense que là j'ai plus trop d'excuses. On se retrouve pour une prochaine vidéo prochainement, j'espère. Bye!